les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Et elles tournent, ces vieilles chansons. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie, évidemment, j'ai nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5. Des émissions ou une radio qui est aussi disponible que vous pouvez écouter en direct grâce à son site internet, le cflx.qc.ca. Vous trouverez sur ce site une foule d'informations, vos émissions préférées disponibles en différé grâce à la magnifique technologie du podcast. Je sais pas comment ça se dit en français, mais enfin bref, on va le trouver d'ici la prochaine émission. Émission. Mais c'est parce qu'on parle d'élection par les temps qui courent. J'ai l'impression qu'il y a quelques chefs qui vont la trouver longue, cette course électorale. Alors, vous aurez reconnu, peut-être pas, c'est pas très grave, vos micros, votre animateur préféré, ou du moins votre préféré, une fois ou 2 semaines, à midi. C'est facile, il y en a rien qu'un. Étienne Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, 2 organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexion. Une production finalement qui nous permet d'assumer notre mission à l'effet de bien sûr faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, mais surtout de contribuer au développement global de la nation québécoise, notamment en favorisant le débat citoyen, non partisan et l'éducation populaire, ce que nous avons la prétention de faire à ce micro. En cette émission du 26 mars 2005, une drôle de journée, hein, des fois, c'est comme, on était encore en hiver que c'était le printemps, puis on est rendu au printemps, puis on a l'impression d'être en hiver. Enfin bref, on va essayer de vous réchauffer le cœur et l'esprit avec 2 invités que j'avais hâte de rencontrer, en fait. Madame Andrea, Andrea Véro, et Madame Caroline Paquette de la Coalition pour Sherbrookeoise pour le travail de rue. Elles vont venir nous parler de la Semaine nationale des travailleuses et travailleurs sociaux qui se déroule actuellement. Hein, c'est du 23 au 29 mars de chacune des années. En fait, c'est la 3e semaine de mars. Si vous le saviez pas, vous venez de l'apprendre. Alors, c'est une semaine thématique qui, à nos yeux, était importante et de laquelle on voulait profiter pour mettre de l'avant non seulement un organisme, mais aussi une profession qui est essentielle au tissu social du Québec. Alors, la Semaine nationale des travailleurs et travailleuses sociaux, en fait, est une semaine qui se déroule chaque année, je le disais, à la dernière semaine complète de mars, et elle vise à souligner l'importance de la profession de travailleur et de travailleuse sociale et à promouvoir son rôle incomparable auprès de la population québécoise. Évidemment, on va en parler davantage avec nos invités, mais les travailleurs sociaux et travailleuses sociales accompagnent les personnes, familles et groupes et communautés qui vivent des problèmes, qu'ils soient liés à des situations difficiles, des situations de crise ou encore des situations liées à la vie courante, tout simplement. Les TS élaborent avec elles, c'est-à-dire les personnes, des pistes de solutions en fonction de leurs forces et de celle de leur milieu pour améliorer leur bien-être. Les travailleurs et travailleuses sociales abordent aussi la réalité de leur clientèle selon une vision globale qui tient compte de l'individu et de son environnement. Chose certaine, on reconnaît les TS, les travailleuses sociales, à leur intervention concrète, créative, sans préjugés et fondée sur la justice sociale. Alors, puis simplement, là, évidemment, là, Mesdames Véro et Paquette auront l'occasion d'en parler davantage, mais simplement vous dire que la Coalition Sherbrookeoise pour le travail de rue est née en 1988 de la volonté du milieu de tendre la main aux personnes qui ne sont pas rejointes par les services sociaux et de santé existants, disons les canaux normaux, on pourrait dire ça comme ça. C'est là où la Coalition Sherbrookeoise pour le travail de rue a pour mission d'aller à la rencontre de ces personnes qui, à divers degrés, ont rompu les liens avec leurs proches, avec leur communauté. Leur travail en est un qui se fait sur le propre terrain des personnes qu'ils désirent rejoindre dans les espaces de liberté tels que la rue, les parcs, les écoles, les commerces, etc., à pied, mais également par l'entremise de plusieurs moyens
dont on parlera pas tout de suite parce qu'on veut se garder du jus pour l'entrevue. Alors, pour simplement compléter le dressage de cette table à une entrevue qui s'avère évidemment des plus intéressantes, on irait tout de suite en musique avec une chanson qui a trait évidemment, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, auditrices, on ne met plus de l'avant un seul ou une seule artiste au cours d'une émission, mais bien plutôt des chansons qui portent sur la thématique, je sais pas si c'est une amélioration, mais enfin bref, on n'arrête jamais de changer. Et cette première chanson est intitulée La Reine des Cowboys fringants. Hey, tout le monde, on fait comme ça! On veut vous entendre! Qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait, mais tout le monde a surnommé la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de l'Armée. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des jockeys de pont de ruelle comme un ange quartier venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des torsées un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver dans le cœur. Pour les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule prison, c'était comme un bombe sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres travers. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des jockeys de pont de ruelle comme un ange quartier venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Titi, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour immigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies quand on tuait son petit gars puis son mari. Mais ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des gens qui ne font de ruelle comme un ange quartier venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Ça s'est passé avant midi 12 au 13. En sortant de son pick-up a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, les gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et la reine. Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers le monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle va quelque part au ciel est bleu. Elle a trouvé long. Oui, ouais, je suis pas sûr. Bon, enfin, là, je suis pas sûr que je m'entends, si vous m'entendez, mais on va y aller, on va faire confiance à mon technicien fantôme qui ne veut pas que je l'identifie, mais sachez que désormais, depuis quelques émissions, je suis soutenu dans la production de cette émission par une personne qui ne veut pas se dévoiler, mais qui est, on ne peut plus, pertinente pour améliorer la qualité de cette émission. Alors, je disais en début d'émission, pour parler de la Semaine nationale des travailleurs et des travailleuses sociales, ben, on a décidé de faire original, on a invité des gens qui ne sont pas des travailleuses et des travailleurs sociaux. Non, ben, c'est vrai, mais enfin bref, mettons qu'ils s'y connaissent en la matière. Alors, dans le fond, chères mesdames, Madame Paquette, Madame Véro, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation parce que on trouve que c'est rare qu'on a le temps d'aborder des thématiques
j'irais pas, comment dire, très très ciblé, mais bon, souvent quand on parle du tissu social québécois, on pense à la santé, au système de santé, tout ça, bien on pense donc aux hôpitaux, tu sais, on pense pas nécessairement au soutien qui est offert aux individus qui, dans le fond, ont des difficultés particulières tellement qu'ils se retrouvent dans la rue. Alors je trouvais nécessaire ou intéressant de pouvoir discuter de ce rôle-là que vous jouez finalement en appui au système de santé, services sociaux, je dirais plus formels que l'on finalement qui s'incarne par le réseau de la santé et les CLSC. La semaine des TS, est-ce que vous savez ça existe depuis quand? Les organismes partenaires, parce que je sais que sur le site web, là, il y a quelques organismes qui semblent s'y consacrer. Puis, je suis curieux, on parle de la semaine nationale, donc québécoise. Est-ce que c'est une semaine qui s'inscrit dans un mouvement plus vaste, qui dépasse les frontières du Québec? Je pourrais pas vous dire là si ça dépasse les frontières du Québec. Comme vous l'avez nommé, là, nous, on n'est pas travailleuses sociales là, de formation. Cette semaine-là est une initiative de l'Ordre des travailleurs et travailleuses sociaux là, et thérapeutes conjugaux et familiales du Québec. Fait que un acronyme là, à dormir dehors, là, justement. Oui, tout à fait. Et donc, c'est eux qui portent cette semaine-là afin de mettre de l'avant la reconnaissance et le travail là, des travailleurs et travailleuses sociaux. Effectivement, après ça, il y a une grande famille d'intervenants sociaux qui englobe les organismes communautaires aussi. Dont vous faites partie. Dont on fait partie, tout à fait. Et d'où les principes de base restent les mêmes, en intervention sociale. Fait qu'on soit en psychoéducation, en travail social, en intervention sociale, on a des fondements, des balises qui nous rejoignent là, dans nos interventions et que ça, je crois, dépasse aussi les frontières là, et que par cet humanisme-là, là, on se retrouve un peu partout aussi, effectivement. Oui. Là, oui, tout à fait. Oui. Fait que le travail de rue, ben, s'inscrit aussi dans cette belle famille-là là, d'intervention sociale aussi. Tu sais, nous, en travail de rue, on a aussi une semaine là, la semaine du travail de rue, qui était la 4e édition là, en 2024. C'est au cours de cette semaine-là que les élus sont invités à passer une nuit dehors? Avant, ça se faisait, là? Il y a la nuit des sans-abri. OK, bon, OK. Ouais. Fait que c'était à ce moment-là, effectivement, là, pour sensibiliser, mettre de l'avant aussi, là, cette problématique-là. Là, puis il me semble que ça se faisait pas en été, là, pour prendre conscience que... Ouais. C'est en octobre, habituellement. Okay, là. Oui. Puis au fil des ans, ça a changé aussi. La nuit est devenue plus la soirée et ces choses-là. Là. Mais ça se veut quand même une occasion là, de se rassembler, de côtoyer les différentes personnes là aussi qui comblent notre société là, puis de cette belle mixité là pour pouvoir partager là, les témoignages là, et sensibiliser à la cause. OK. Puis juste pour le fun là, est-ce que comme question d'information, est-ce que ça existe depuis longtemps ça cette semaine-là? Vous savez pas. Je le sais on pas. Sait pas. Ouais, on sait que la coalition existe depuis 1988, mais la semaine nationale, ça, on le sait moins. On va faire nos recherches de notre côté, puis on en discutera avec nos auditeurs et auditrices à une autre occasion. Puis, tel que je mentionnais en début d'émission, l'objectif principal de cette semaine thématique-là est de souligner l'importance de la profession de travailleur et travailleuse sociale à promouvoir son rôle incomparable auprès de la population québécoise. Au cours de cette semaine-là, c'est quoi les moyens qui sont mis en œuvre par les artisanes et les artisans de cette semaine, là, probablement les gens qui travaillent pour l'Ordre des travailleurs, etc., afin d'atteindre cet ambitieux objectif, c'est-à-dire de mieux faire connaître, mieux promouvoir le métier de travailleur social. Par exemple, est-ce que il y a des activités dans la région sherbrookoise ou encore en ligne, auxquels pourraient participer les Estriennes et les Estriens afin de mieux comprendre votre rôle, le rôle d'un travailleur social et l'importance qu'il a pour notre société? Moi, ce que je vois, c'est beaucoup des capsules en ligne. Okay. Si vous allez voir, peut-être sur les plateformes des différents syndicats qui représentent là, les praticiens et praticiennes là, dans le milieu là, du travail social. Donc, ils font des capsules où ils démontrent un peu tout le dévouement aussi, la reconnaissance là, à leurs membres. Fait qu'il y a, je vous dirais que les initiatives là, sont via ces plateformes-là, ces choses-là aussi, pour pouvoir mettre de l'avant
parfois, ce côté-là, tu sais, vous parliez là tantôt justement c'est le système de santé et de services sociaux et où la santé prend beaucoup de place et avec raison aussi. Ouais. Mais parfois, En même temps, c'est plutôt le ministère de la Maladie. Tu sais, on est sur le curatif, on n'est pas sur le préventif. Tu sais, un ministère de la Santé, peut-être qu'il mettrait de l'argent dans la prévention, l'activité physique, les saines habitudes de vie, plutôt que... oui, tout à fait, effectivement. Et d'où la prévention peut Ouais. grandement être soutenue via les services sociaux aussi et ces choses-là. Donc, c'est mettre de l'avant tout cet accompagnement-là individualisé à la personne, à ses besoins, là, qui fait partie de cette semaine-là, là, dont on est ici. D'après vous, c'est-tu utile, ce genre de semaine-là, thématique? Oui, le but, c'est de mettre de l'avant des pratiques, de mettre de l'avant des gens qui ont à cœur le bien-être des gens. Donc oui, plus on en parle, plus c'est connu, donc peut-être plus les gens vont avoir tendance à aller chercher des services s'ils en ont besoin. Donc c'est pas... Absolument. Super. On va aller tout de suite en chanson avec une deuxième toune, on va le dire en bon québécois. Cette fois-là, ça n'a pas rapport avec l'itinérance. Par contre, ça a le rapport avec un homme qui, lui, a beaucoup de rapport avec l'itinérance. Et je pense évidemment à Dan Bigra, qui a été le cœur et l'âme je sais pas si c'est un organisme, mais en tout cas, c'était une initiative visant à, soutenir les gens qui sont dans le besoin. Je pense évidemment au fameux show du refuge qu'il a fait des décennies, là. Je pense que l'année dernière ou cette année, c'était sa dernière prestation, mais franchement, Dan Bigra est un magnifique exemple de l'importance que peuvent avoir les artistes lorsqu'ils s'impliquent dans leur communauté et je le salue, alors que, évidemment, les artistes peuvent utiliser leur notoriété publique afin de soutenir des causes. Et dans ce cas-là, notre ami Dan Bigra ne l'a pas fait qu'à moitié. On le remercie et c'est pourquoi nous entendrons je pense que c'est sa chanson la plus connue, « Tue-moi » de Dan Bigra. Si tu me vois un jour frotter mes souvenirs, parce que je verrai plus briller mon avenir. Si je refais plus le monde à chaque fois que je bois, plus de morale d'acier dans mes gueules de bois. Tue-moi. Quand tu commenceras à compter les jours qui séparent le froid, je te fais l'amour. Si tu me surprends à fermer les fenêtres, parce que le bruit des enfants me monte à la tête, tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement, si tu t'en vas. Si un jour j'ai honte de mes anciens copains, si je serre les fesses plus fort que les poings, si je deviens nouveau con et ancien battant, si je me révolte plus qu'entre deux calmants, tue-moi. Si tu vois un jour que je m'économise, si j'ai peur d'avoir froid quand je donne ma chemise, si tu m'admires plus parce que j'ai peur de perdre, si t'as plus pour moi que cette tendresse de merde, tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement, si tu t'en vas. Oh, tu me tueras si tu t'en vas. Simplement, si tu t'en vas, si tu t'en vas. Oh, tu me tueras si tu t'en vas. Simplement, si tu t'en vas. Oh, tu me tueras oh, si tu t'en vas. Simplement,
Non, mais que c'est beau, cette chanson. Que c'est beau. Bon, certains pourraient trouver que c'est un peu du chantage, là. Tu me diras si tu t'en vas, là. Bon, c'est OK, là, mais je vous rappelle que ça reste de la poésie. Il faut pas prendre ça au mot, hein. Alors, c'était Dan Bigra et sa fameuse chanson Tue-moi. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion en ce mercredi 26 mars, une émission au cours de laquelle on a le bonheur de recevoir Mme Andrea Véro et Caroline Paquette de la Coalition Chebouquoise pour le travail de rue, afin de parler de la Semaine nationale des travailleuses et des travailleurs sociaux. Andrea, Caroline, on va passer aux choses sérieuses, si vous voulez bien. Là, on a mis la table tranquillement. C'est quoi la semaine? À quoi ça sert? On va faire là. Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Ça commence par une question toute simple que j'ai effleurée, mais quand même, mais dont la réponse est certainement pas mal plus complexe. Ça fait quoi comme boulot un travailleur, une travailleuse sociale, ou plutôt, prenons-le au sens large, une ou un intervenant social? C'est quoi son boulot? Ouais. Ben, si on le prend dans un contexte de travail de rue, oui. En fait, le travail de rue est né dans les années 80 à peu près d'un constat il y a des gens qui ont besoin de services, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'être entendus, mais qui ne sont pas rejoints par les structures traditionnelles. Donc, ces gens-là existent, mais pour des raisons qui leur appartiennent, ne vont pas vers les services. Donc, n'iront pas chercher le service dont ils ont besoin. Et le travail de rue, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là directement sur le terrain, dans leur milieu. Donc, le travailleur de rue, la travailleuse de rue a son expertise, c'est d'aller rejoindre les personnes qui sont en marge des structures traditionnelles pour lui offrir un lien, un accompagnement, une écoute et éventuellement accompagner cette personne-là vers les ressources, les structures qui existent pour répondre à leurs besoins. Donc, le travailleur de rue a vraiment une spécialité qui est de tisser des liens sociaux directement dans la communauté pour éventuellement faire le pont entre ces gens-là et la structure, le travail, le réseau, en fait. Donc, c'est vraiment là que le travail de rue se distingue de l'intervention sociale en général. C'est qu'on va aller vers les gens pour créer des liens avec eux et éventuellement les référer. Ça peut peut-être sembler bête comme question, mais quels sont les facteurs ou les éléments qui vont faire en sorte qu'une personne se refuse à demander de l'aide? Parce que vous dites, on s'adresse personnellement aux clientèles qui sont en marge du système, qui ne vont pas vers les ressources disponibles pour les soutenir. Qu'est-ce qui explique qu'une personne, bien qu'elle soit dans le besoin, va refuser de solliciter des services qui pourraient la soutenir? Il y a plusieurs facteurs. On s'entend, il n'y a pas de bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Qui peuvent expliquer cette réticence-là à aller chercher des services. Un des facteurs qui me vient en tête, le premier, c'est parfois la déception qui ils ont pu solliciter des services, mais que pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné. Donc, après ça, il y a une réticence à se dire un peu je veux dire le mot pessimiste, là, mais tu sais... de recommencer. C'est de recommencer, c'est ça. Fait que ça va être plus difficile, ça servira à rien, des choses comme ça. Après ça, il peut y avoir des sentiments de honte aussi qui peuvent venir avec le fait d'aller chercher de l'aide, ce qui veut dire que, tu sais, dans une société de performance dans laquelle on est aussi, de ne pas y arriver seul peut générer des sentiments négatifs et donc, de cette façon-là, ne pas aller chercher de l'aide. Fait que la méfiance aussi... les gens qu'on rencontre en travail de rue, c'est souvent des gens aussi qui ont été... qui sont écorchés par la vie, par les relations humaines. On parlait de filet social, où le filet social, c'est tout dissous alentour d'eux. Donc, il y a une méfiance envers l'autre aussi. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'y aller, d'installer un lien de confiance et d'authenticité pour pouvoir aller briser un peu cette carapace-là aussi. Et parfois, ça peut être aussi parce qu'ils ne le connaissent pas, le service. Tout simplement. Tout simplement, tout à fait. Et là, je suis content parce que vous avez commencé à effleurer les réponses à la question que je vais vous poser, mais vous l'avez qu'effleuré, je suis bien heureux. De manière générale, mesdames, pardon, qu'est-ce qui fait qu'une travailleuse ou un travailleur social, une intervenante ou un intervenant réussisse à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire à bien faire son boulot? T'sais, quelles qualités, quels outils
qui peuvent être innés ou acquis, cette personne-là doit posséder, doit acquérir et donc éventuellement déployer auprès des personnes qu'il ou elle désire soutenir et aider. Qu'est-ce qui maximise vos chances de réussite en matière d'intervention auprès de celles et ceux qui sont dans le besoin? Madame Véro, vous avez commencé à dire, bon, c'est un lieu de confiance. Là. Est-ce qu'on est là? L'outil principal, c'est votre capacité à connecter avec celles et ceux qui sont dans le besoin. Puis, il y en a-tu d'autres? Oui, ben c'est un bon début de réponse. La capacité à connecter avec l'autre, c'est la présence qui fait la différence, d'être là au quotidien, régulièrement avec les gens, de prendre le temps aussi de s'arrêter pour connaître la personne, pour exister dans leur environnement avec eux. C'est une question de respect aussi du rythme de la personne. On va rencontrer des gens qui sont pas rendus à la même place. Il y en a qui sont plus dans l'action. Il y en a d'autres avec qui on va avoir besoin de prendre beaucoup plus notre temps, donc de respecter le rythme de l'autre, être dans une relation qui est authentique aussi, puis qui est égalitaire avec l'autre dans le non-jugement, la confidentialité aussi qu'on offre à ces personnes-là, donc qui vont se sentir libres de se confier sans être jugés. Donc, c'est vraiment d'accueillir l'autre tel qu'il est et de prendre le temps de connaître la personne éventuellement, ouais. Mais ça doit être complexe. Des fois, vous parlez de confidentialité, de confiance, puis après ça, selon ce que la personne vous dit, vous tentez de la rediriger, là. Tu sais, fait c'est l'équilibre entre, pour gagner la confiance d'une personne, garder pour vous ce qu'elle vous dit, puis de l'autre côté, quand même, en fonction de ce qu'elle vous dit, la rediriger, là. Tu sais, est-ce que vous vivez ce type d'enjeu-là où, dans le fond, les gens vous confient des trucs qui vous seraient très utiles pour pouvoir l'aider, mais elle veut pas que vous l'aidiez à cause de ce qu'elle vous a confié? Ben en fait, c'est que si la personne ne veut pas, on le fera pas. C'est tout simple que ça. C'est que c'est volontaire aussi. Fait que nous, on rencontre plein de gens, on tisse plein de liens, mais à partir du moment où on réfère quelqu'un vers une ressource spécialisée, c'est parce que la personne est d'accord. Okay. Et on va l'accompagner, puis on va divulguer les informations selon ce que la personne a envie qu'on divulgue. Donc, c'est d'où la confidentialité. On ne partagera jamais d'informations si on n'a pas eu la permission de le faire de la part de la personne. OK, donc c'est vraiment des enjeux que vous vivez. Oui, tout à fait. Oui, puis tu sais, on a parlé aussi d'authenticité. Donc, tu sais, quand on est avec la personne, on est authentique, ben de lui nommer aussi ces choses-là, ouais. Tu sais, avec la personne, fait qu'elle prenne part à la décision de dire, ben tu me nommes ça, je constate ça, il y a cette ressource-là qui pourrait t'aider. Comment? Mais là, tu sais, fait que c'est de venir un peu, tisser des liens, mais de tricoter autour de ça aussi. Et Caroline parlait tout à l'heure aussi de prendre le temps. Fait que c'est en nommant ces choses-là, ben on va prendre le temps et quand elle sera prête, ben on va l'accompagner par la suite aussi vers les bonnes ressources. Mais je pense que les mots-clés dans l'authenticité et l'écoute aussi de la personne, là, c'est ce qui fait, je pense, une très, très grande différence, là. Et après ça, ben si elle a confiance en nous, par ricochet, on peut amener cette confiance-là dans les ressources plus traditionnelles aussi, parce qu'elle a confiance en moi et que j'ai confiance en moi, en l'autre intervenante ou dans l'autre ressource, ben il va avoir par défaut peut-être une confiance qui va s'installer aussi. Ouais. Que vous voudriez pas voir brimée par une intervention, disons, malheureuse de la part de l'intervenant à qui vous avez confiance, là. Ben, tout à fait. Fait que, mais ça, parfois, c'est des situations, heureusement, qui arrivent moins souvent que le contraire. Bon, autrement dit, on a des gens investis dans notre système extraordinaire. Alors, c'est toujours comme ça que ça se passe quand on est en bonne compagnie. Le temps file à la vitesse de l'éclair. On en est déjà rendu à la moitié de l'émission et vous le savez, on va vous quitter pour une courte pause d'environ 90 secondes. Vous n'avez que le temps d'aller vous chercher un verre d'eau et on se retrouve tout de suite de l'autre côté de cette pause publicitaire. À tout de suite et restez à l'écoute. Il est 12:30. En pleine crise économique, vous voulez Mark Carney de votre côté. En tant que gouverneur de la Banque du Canada, il nous a guidés à travers la crise financière mondiale de 2008. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise du Brexit. Et aujourd'hui, il est prêt à tenir tête à Donald Trump et ses tarifs. Les Canadiens sont prêts pour du changement. Mark Carney a le plan pour réduire l'impôt de la classe moyenne, créer des emplois et bâtir l'économie à la croissance la plus rapide du G7. Avec Mark Carney, nous gardons le Canada fort. Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Du 7 au 13 avril, vivez la 12e édition du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. À l'affiche, 80 films et 25 événements dans 8 lieux à travers la ville. Drame, comédie, suspense, films d'animation, du cinéma d'ici et de 45 pays. Sans oublier les échanges avec les cinéastes à la Maison du cinéma, le ciné-concert au Théâtre Granada et les activités gratuites au marché de la gare. Programmation au fcms.ca. Ici René Cochot. Vous cherchez quoi lire? Je vous suggère d'écouter mon émission littéraire Le Cochot Show, diffusée le dimanche de 13 à 15 h et le jeudi de 14 h à 16 h. En voici un aperçu. C'est un grand roman que j'ai adoré. Un 5 étoiles. Oh oui, moi j'ai clenché ça en 2 jours. Là. Même si je l'ai lu 2 fois, la 3e, j'ai encore le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très 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 beau livre. Pas pire la musique sur CFLX 95.5 FM. Il y avait une toune qui repartait, mais évidemment, ma voix est bien plus chantante. Et non, c'est pas vrai, mais vous allez l'endurer pour encore 25 minutes. Inquiétez-vous pas, il y a de la musique qui va revenir après. Heureusement pour vous, j'ai d'autres voix on ne peut plus intéressantes à vous faire entendre, pas que la mienne. Et j'ai évidemment parlé de Mme Andrea Véro et de Mme Caroline Paquette qui travaillent toutes deux pour la coalition Sherbrookoise pour le travail de rue. Mme Véro à titre de directrice générale et Mme Paquette à titre de responsable de l'organisation Terrain. Hein, quelque chose comme ça, là, le titre exact, mais elle supervise finalement les intervenantes et les intervenants qui sont présents pour vous dans les rues et les parcs de Sherbrooke. Mesdames, vous travaillez toutes deux au sein de la coalition qui est née en 1988, hein, on le dit rapidement, et on ne l'a pas dit en nombre, mais elle était née de la volonté du milieu, de plusieurs organismes de se mettre ensemble pour répondre à une problématique auquel chacune touchait de manière indirecte, mais là, boum, un organisme qui est dédié au travail de rue. Et on l'a dit, vous avez pour mission d'aller à la rencontre des personnes qui, à divers degrés, ont rompu des liens avec leurs proches, avec leur communauté. D'abord, quelles sont les principales initiatives? Hein, je ne l'ai pas dit, là, il y a comme un autobus qui commence par M, puis moi, mais là, je me suis... ce genre d'initiative-là que vous mettez de l'avant à la coalition pour parvenir à entrer en contact avec les personnes qui sont dans le besoin et éventuellement à réussir à les convaincre d'accepter de l'aide, alors que souvent, vous l'avez dit, c'est des gens maganés, c'est des gens qui sont marqués au fer rouge par la vie. Oui, tout à fait. Donc, une des initiatives, là, c'est l'autobus Macadam, qui est notre unité d'intervention mobile, qui est née d'un partenariat là, avec la Société de transport de Sherbrooke. Ça fait environ là, une quinzaine d'années que cette unité mobile d'intervention là, circule dans les rues de Sherbrooke. Et donc, on peut la reconnaître comment? Elle doit être aux couleurs de la coalition? Il y a un graffiti. D'un côté, il y a un crocodile et de l'autre côté, un ours polaire. Ah bon? Donc, oui, tout à fait. C'est un artiste, là, peintre, là, de Sherbrooke, là, qui nous a fait l'honneur de venir mettre les couleurs de son pinceau, là, sur notre autobus. Okay. Et donc, cette unité d'intervention mobile-là se promène dans quelques quartiers de Sherbrooke, dans des écoles secondaires aussi publiques de Sherbrooke. Et dont l'objectif, c'est effectivement de se faire voir, de créer un lien avec les personnes qu'on rencontre, de leur offrir un milieu sécuritaire aussi accueillant, écoute, pour qu'ils puissent venir se déposer et par le biais là, des travailleurs de rue, leur intervention là, créative, ludique, éducative, là, puissent venir sensibiliser. Là, si on parle dans des écoles secondaires, ben, on va aller sur l'heure du midi à l'extérieur là, de la cour d'école. Donc, ils peuvent venir se recueillir. On va faire de l'intervention au niveau prévention, là, que ce soit de l'éducation sexuelle aussi. Sur les drogues. Sur les drogues, oui. Tu sais, l'autobus, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet de tabou. Tout peut se dire, ça se fait dans le respect et après ça, c'est dans l'accompagnement de ces sujets-là parce que quand il faut en parler. T'sais. Le pire, ça serait de ne pas parler de ces sujets-là, je crois, auprès des jeunes. Et au centre-ville aussi, là, dans le même objectif, là, avec les personnes là, plus adultes, là, avec les mêmes thématiques là, et accueil, là, tout à fait.
Puis l'autobus macadam, ça devient un point de repère aussi pour les gens. Des fois, quand ils cherchent à nous rencontrer, ils veulent nous rejoindre. Tu sais, un travailleuse de rue, c'est pas identifié dans la rue. On n'a pas un dossard. Tu sais, on n'est pas identifiable. Mais les gens savent que l'autobus macadam, c'est un lieu où à chaque semaine, à la même heure, ils peuvent aller sur l'autobus voir 2 travailleurs de rue. Puis, fait que si jamais ils savent pas trop, ils nous cherchent, ils nous trouvent pas, ben c'est un point de repère pour que les gens ils savent où nous trouver et qu'ils sont assurés de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est visible, là, c'est un autobus, c'est très gros. Donc, ça nous permet vraiment de, des fois, retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis que là, ils peuvent venir nous voir, ouais. Ça fait 1 an ou 2, j'ai de la misère à me le fixer dans le temps, mais il y a eu un centre de jour qui a été ouvert là, sur King, coin Saint-François, là, tu sais, juste en face du bar chez André, je pense, ou un truc comme ça, là. L'ancien hôtel Albert. L'ancien hôtel, oui, c'est ça, chez Albert, l'ancien hôtel Albert. Est-ce que la Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue est derrière cette initiative-là, ou encore parce que je sais pas quel groupe est derrière ça, mais est-ce que vous êtes partenaire de ça? Est-ce que c'est le genre d'outils que vous utilisez ou que votre clientèle utilise en complémentarité à vos services? Mais les gens qu'on rencontre, là, effectivement, là, utilisent les services là, de Macabane. Macabane qui est le centre de jour. Ouais. Là, effectivement, c'est parti d'un constat que le travail de rue avait fait sur le besoin des gens qu'on rencontrait de sociabiliser, d'avoir un lieu de rencontre où ils pouvaient avoir accès à divers services aussi. Donc, ensuite, quand le travail de rue fait ce constat-là, ben il y a besoin de tous ses partenaires. Fait qu'avec une table multisectorielle où la ville était présente, nos partenaires du CIUS aussi étaient présents. On a visualisé et on est allé vraiment dans une utopie d'un centre de jour. Et au fil du temps, au fil de ces rencontres-là, en partenariat avec tout le milieu communautaire et institutionnel, on a pu voir la création de cet organisme-là qui a ouvert ses portes là, en pleine pandémie, là, 2020-2021, effectivement. Donc, c'est vraiment tous ensemble parce que, tu sais, le travail de rue, toute seule, n'arrive pas à rien. Ça prend la collaboration de tout le monde aussi et des partenaires là multisectoriels. Puis c'est la force d'une collectivité aussi de s'entraider, d'être ensemble et où là depuis l'ouverture là Macabane là elle ne fait que nous prouver. Ça roule. Oui, tout à fait. Nous prouver là sa pertinence aussi et les gens là nous ce qu'on entend là c'est grandement apprécié aussi. Fait qu'il y a des après ça il y a des soins, tu sais il y a des équipes du CLSC ou de l'équipe accès là du CLSC plus spécialisée un peu en itinérance où ils ont un lieu qui peuvent venir puis aller directement dans la communauté aussi. Fait que c'est ce qui fait sa grande force. Ça. Je suis curieux, durant votre réponse, Andrea, vous avez, je sais pas, échappé, mais vous avez dit, bon, on s'est permis de rêver, puis là, finalement, ça, tu sais, et ça, je trouve ça intéressant dans la construction de projet. Autrement dit, vous vous êtes pas mis d'entrave en partant, ça va coûter cher, ou il n'y a pas de problème, non. Vous avez juste comme rêvé, puis finalement, à force de travailler le projet, il y a quelque chose de réel et de concret qui en est sorti. Oui, tout à fait. Puis une idée part d'un rêve souvent. Ouais. Après ça, on la... Faut le dire, là. Tout à fait. Puis ce qu'on avait la chance à Sherbrooke, c'est que les personnes qui étaient autour de table à rêver, à concrétiser ce projet-là, y croyaient. Ouais. Ensuite, il y a les incontournables dans le financement, ces choses-là, mais tous ensemble, on est arrivé. Ce qui a pris quand même 3-4 ans là, entre ce rêve-là et l'ouverture, mais des fois, il faut prendre le temps puis être patient, puis ça donne des très bons résultats. Tout à fait. Le bœuf est lent, mais la terre est patiente, sachons-le. Une dernière question avant la dernière pause musicale, à moins que je la fasse sauter pour avoir le temps là, de discuter là, de l'ensemble du contenu que j'ai le goût d'aborder avec vous. Andrea, Caroline, depuis quelques années déjà, on entend souvent dire que le portrait de l'itinérance a changé au Québec. T'sais, ça, cette phrase-là, là, vous avez dû l'entendre là, 3 fois par jour, si c'est pas bon. Que le phénomène gagne en intensité, non seulement dans les communautés, il était déjà présent, évidemment, on pense à Montréal, mais qui toucherait de plus en plus d'autres villes, de nouvelles communautés où, par exemple, durant l'été, on voit des tentes apparaître le long des pistes cyclables, à Danville ou à Asbestos, ou Val-des-Sources. Qu'en est-il vraiment? T'sais, est-ce que le phénomène a véritablement changé, gagné en intensité? Puis Sherbrooke dans tout ça?
Oui, bien, c'est une question intéressante. On peut répondre oui, le portrait a changé. Est-ce que aujourd'hui, ce qui marque l'imaginaire, c'est parce qu'on le voit? Tu sais, c'est rendu très visible. Moi, si on recule d'une vingtaine d'années, en 2005, quand les gens me posaient la question comme travailleuse de rue, est-ce qu'il y a de l'itinérance à Sherbrooke? Moi, je parlais beaucoup d'errance. Donc, il y avait énormément de pauvreté, de précarité, mais les gens étaient outillés, avaient beaucoup de solutions pour éviter la rue. Couchsurfing, squatter chez des amis ou des blocs appartements vides, ils pouvaient se cacher. Il restait un petit peu 2-3 semaines avant le chèque, on se débrouillait. Moi, j'avais plein d'outils comme travailleuse de rue de dire, ben, on va aller visiter des apparts, garde tes sous le premier, on va faire des visites, puis ça va fonctionner. On était capable de trouver un logement rapidement pour la personne. Et ça s'est dégradé avec le temps. Ensuite, on s'est mis à parler d'itinérance, mais il n'y avait pas de campement. Puis là, maintenant, on voit des campements, on voit des gens qui sont en situation d'itinérance chronique, donc qui ont plus de moyens pour se sortir de la rue. Tout ça s'est effrité énormément. Et il y a une espèce pas le tissu social, ou disons pas le niveau de service qui s'est effrité. C'est plutôt que les services sont restés les mêmes, alors que l'augmentation, la population qui en avait besoin a augmenté. Ben, il y a eu une augmentation des gens qui ont des besoins, mais il y a aussi un effritement des possibles. Des possibilités comme intervenants qu'on avait pour soutenir ces gens-là sont beaucoup moins qu'ils l'étaient avant. C'est rendu très complexe maintenant de trouver un appartement décent à un coût modique, c'est presque inexistant. Le parc de maisons de chambre à Sherbrooke est disparu, ce qui était un outil super précieux pour les travailleuses de rue, de pouvoir être en contact avec des propriétaires, puis de pouvoir loger des gens. C'est quelque chose qu'on réussit plus à faire maintenant. Donc, c'est une des raisons qui fait que maintenant, on voit c'est beaucoup plus visible, donc ça dérange beaucoup plus. Mais ces gens-là existaient il y a 20 ans. C'est juste qu'ils étaient invisibles. Donc ça, c'est une question au niveau de la société qui est intéressante à se poser. C'est quoi le problème? C'est-tu qu'on les voit plus et que ça dérange? Mon problème, c'est-tu que je les vois? Ben voilà, parce que ces gens-là qui ont des besoins existaient avant. C'est juste qu'au niveau de l'accessibilité puis l'aide qu'on pouvait offrir, c'était plus facile pour nous de notre côté en intervention. Fait est-ce que le portrait a changé? Oui. Voilà, c'est ça, je pourrais peut-être... si tu as quelque chose à ajouter, Andrea. Non, mais effectivement, il a changé et il s'est intensifié aussi, tu sais. Et on revient faire Quand vous dites qu'il a changé, c'est par exemple, l'âge moyen, qu'est-ce qui... Quand vous dites ça a changé, c'est quoi le portrait? Oui, il y a plus de monde, mais est-ce que vous voyez des gens de plus en plus jeunes ou des gens de plus en plus vieux? Des gens de plus en plus vieux aussi, tout à fait. Donc, l'âge augmente aussi, le visage plus âgé là, de l'itinérance. Donc, c'est plus juste comme des jeunes punks, là, on va dire, là, de même. Là, non, tout à fait. Puis des gens qui, parfois, disaient « je me rendrai pas en situation d'itinérance » et que par le fait de plusieurs suites d'événements où le filet social aussi, effectivement, s'effrite, ben on arrive à être en situation d'itinérance. Donc, il change effectivement et il augmente aussi en intensité et il n'est plus propre au centre-ville non plus. Je pense que vous le constatez, là, puis les auditeurs, auditrices le constatent aussi. Donc, et ça, c'est propre à Sherbrooke, mais aussi propre à l'ensemble du Québec aussi. Les constats et que il y a eu beaucoup de changements aussi, tu sais, dans les centres-villes, ces choses-là, ce qui fait en sorte qu'il y a une migration aussi, puis une expansion dans des quartiers, dans des arrondissements, parce que les gens doivent se relocaliser aussi. Donc, on est confronté à des réalités qu'on ne vivait pas dans certains arrondissements et que maintenant on voit là. Oui. Et là, c'est intéressant. Si vous le voulez bien, on a encore un peu de temps. On ira à la dernière pause musicale qui est thématique. On parle de la chanson Ballade d'un sans-abri ou quelque chose comme ça de Monsieur Gilles Vigneault. Alors, à tout de suite. J'avais 10 ans lorsque mon père nous a laissés. La vie, c'est une forêt de misère à traverser. Mon frère est parti militaire, ma sœur est entrée au couvent. À la petite voile, faut toujours faire avec le vent. Des cours du soir,
une bonne mémoire, je passe les détails. Je suis devenu un prof d'histoire, un vrai travail. Un beau matin, un jeune tout croche, comme un remarque avait fauché, a sorti un couteau de sa poche. J'ai décroché. J'étais marié, mais mon divorce a pas tardé. La cour, c'était au-dessus de mes forces, j'ai rien gardé. Plus de char, plus d'heures, plus de compte à rendre, plus d'examen, plus rien de côté. T'es dans la rue, tu viens d'apprendre la liberté. Joe, c'est mon chien, un soir d'automne, il m'a suivi. Quand on n'a rien, on vaut ce qu'on donne, je l'ai nourri. Chien sans collier, clochard sans laisse, on se ressemblait, on s'est reconnus. Deux purs bâtards de haute noblesse, le cœur tout nu. Je l'ai appelé Joe parce que mon frère s'appelait comme ça. Marcher au pas, c'est une carrière que j'aimais pas. Puis y a des choses que les chiens comprennent mieux et plus vite que les humains. La liberté, l'amour, la haine et le destin. Joe a les yeux de son ascendance, un bleu, un noir. Je lui dis souvent, t'as ben de la chance, ça te permet de voir. T'es pareil dans un bulldog et les deux côtés d'un miroir. Et dans les paradis de la drogue, le désespoir. Dans les églises, dans les refuges, ils prennent pas de chiens. Je comprends, ça ferait tout un grabuge, chacun le sien. Ça fait qu'on se couche toujours ensemble dans les poubelles de la société. Des fois on dort, des fois on tremble, même en été. Comprends-moi bien, j'accuse personne, je connais mes torts. Je deviens doucement un autochtone dans ton décor. Dans les journaux dont je m'isole, je lis souvent le triste sort des pays où l'argent rigole avec la mort. J'ai 60 ans, des fois je rêve que je viens de trouver une petite cabane sur le bord d'une grève, puis que c'est l'été. J'aimerais bien que mon histoire finisse un peu mieux qu'elle a commencé. J'attendrai pas que la police vienne nous pincer. La terre est une manufacture de sans-abri. J'en vois une gang sur la clôture qui m'ont compris. Chaque fois que tu changes de frigidaire, tu viens de me construire un logis. Jette pas la boîte, y a des affaires qui n'ont pas de prix. La ville, c'est rien qu'un grand village exproprié. Ça tolère pas, dans l'engrenage, un sablier. Y a pas eu de chant, ni les grandes orgues, mais par un 30, en bas de zéro, on l'a trouvé prêt pour la morgue, comme son chien Joe. Alors, c'était la balade de Sans-Abri de Gilles Vigneault. C'est une chanson qui, je trouvais, avait quand même un certain lien avec le sujet qui est discuté aujourd'hui en compagnie de Mme Andrea Véro et de Caroline Paquette qui s'impliquent au sein de la coalition chabrouquoise pour le travail de rue. On en est rendu déjà, mesdames, au dernier segment de l'émission, quelques minutes à peine pour 2 questions. Alors, on s'est quitté juste avant la pause en disant le portrait de l'itinérance a changé en termes de démographie, en termes d'intensité. Et dans le test que vous aviez
produit pour préparer cette entrevue. Vous soulignez aussi que vous avez identifié des sujets très préoccupants, des sujets de préoccupation qui peut-être n'existaient pas il y a de cela 10 ans, mettons, et qui ont un impact évidemment sur les personnes qui vivent de l'itinérance ou encore qui sont potentiellement à risque de finir dans la rue. Est-ce que vous accepteriez d'en discuter avec nos auditeurs, auditrices? Quels sont ces fameux sujets qui vous préoccupent, vous, à la Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue? Oui, mais on en a peut-être glissé un mot avant la pause. Au niveau de la population vieillissante, c'est sûr que c'est une nouvelle réalité auquel on doit faire face, puis on doit considérer les besoins particuliers de ces gens-là qui ne se retrouvaient pas nécessairement ou à risque d'itinérance il y a quelque temps. Donc, comment bien accompagner quelqu'un qui est en perte d'autonomie, par exemple, et qui vit dans la rue, qui a des problématiques particulières, qui a de la médication à prendre, qui a des suivis médicaux à l'hôpital, puis qui peut pas nécessairement comprendre tout ce mécanisme-là. Donc, c'est une réalité qu'on voyait très peu, puis que maintenant, avec nos partenaires du communautaire, on est en train de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bien accompagner ces personnes-là? Il manque quelque chose pour ces gens-là qui ne sont pas nécessairement... c'est pas adapté pour eux, l'accueil Poirier, par exemple, qui est le refuge d'urgence, ou une maison de réinsertion, c'est pas adapté non plus. Donc, comment on peut accompagner ces personnes-là dans une réalité que, tu sais, ces gens-là, on les voyait pas dans la rue avant, tu sais. Fait que ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre. Puis il y a aussi la complexité d'accès aux services. Tu sais, on nous dit souvent, oui, mais le service il existe absolument. On a des très, très bons services, mais c'est très complexe d'y avoir accès. Donc, dans le mécanisme qui mène vers le service, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, on parle pas juste de liste d'attente, là. On parle d'une complexité pour accéder au service. Oui, tout à fait. Donc, à quelle porte faut aller cogner, quel numéro de téléphone ou tel clic. Maintenant, ça marche beaucoup en ligne, mais avoir accès à Internet, c'est un enjeu pour beaucoup de gens aussi encore aujourd'hui. Donc, la complexité qui va mener à l'accès aux services est complexe. Puis, tu sais, on peut parler de violence bureaucratique, tu sais, de dire c'est tellement compliqué que les gens n'arriveront jamais juste à faire la démarche pour avoir accès. Fait que même se rendre sur la fameuse liste d'attente, c'est trop compliqué pour beaucoup de gens. Ou avoir le papier officiel. À quel endroit je vous l'envoie, monsieur? J'ai pas d'adresse. Là, ça finit jamais, là. Exactement. Donc, c'est ce parcours du combattant, si on veut, qu'on doit accompagner les gens là-dedans pour avoir accès à certains services qui est très, très complexe. Et là là! Puis j'imagine aussi qu'à quelque part, la pénurie de logements a eu un impact, là, ne serait-ce qu'en voyant des propriétaires vouloir faire plus d'argent avec leur logement puis trouver des bonnes raisons pour évincer les locataires. Oui. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, quand on se dit que un chèque d'aide sociale est de 800, j'arrondis là, mais 850 par mois, et un 3,5, un des moins chers à Sherbrooke, est environ 700-900 $, on n'a pas besoin de faire un calcul très très complexe pour se dire qu'on n'y arrivera pas. Et là, après ça, ben il y a des nouveaux programmes, mais là des nouveaux programmes arrivent avec des critères. Fait que là, le programme de supplément au loyer, ben ils peuvent pas être en colocation. Fait que il y a toutes ces complexités-là. Il y a une volonté de vouloir assouplir les programmes et les critères, mais on vient les complexifier davantage, là, parfois, là, en les multipliant, là, aussi, là. Ces programmes. C'est quand même quelque chose. Afin de conclure cette passionnante entrevue, puis là, une des traditions de l'émission, c'est comme avoir des questions ouvertes, là, tu sais, comme on rêve, là, tu sais. On rêve. Chère représentante, fière représentante de la Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue, sans aucune entrave financière, institutionnelle ou humaine, quelles initiatives, quelles améliorations des politiques déjà en place pourraient contribuer à un monde sans itinérance? On rêve, là, on s'entend, là. Oui, un électrochoc que je pense qu'il faut avoir dans nos paradigmes de pensée pour investir, je crois, davantage dans la prévention. Par exemple, quel préjugé? Vous dites paradigme de pensée, là. Quel préjugé dans notre pensée, je dirais, sociétale, nous empêche d'avoir de meilleures politiques que celles actuelles? Ben c'est que parfois on traite l'itinérance sur un facteur. Fait que là l'itinérance est due à la toxicomanie. On va investir en toxicomanie. L'itinérance est due à l'accès au logement. On va investir en l'accès au logement. Et ça dépend aussi
des partis politiques en place selon leur vision aussi. Donc, tu sais, moi, on parle d'un rêve, là, tu sais, sans barrière ou quoi que ce soit, là, tu sais, d'avoir une approche globale en itinérance et transpartisane aussi, où on l'a vu, là, tu sais, si on le fait dans les violences conjugales, dans les violences sexuelles, où se sont assis ensemble et on dit, OK, on va y aller d'une vision globale pour instaurer des choses sans prendre parti ou quoi que ce soit. On va s'asseoir ensemble, le gouvernement, puis on va mettre des stratégies en place. Mais l'itinérance doit se prendre de façon globale et avec une approche aussi holistique, tu sais, où on met de l'avant la communauté, le filet social, et on va ensemble, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi, tous ensemble, on s'assit et on n'y va pas par facteur et en silo. Parce que c'est souvent ça aussi, là, le grand terme là, qui revient. On ne faut pas travailler en silo. Je pense que le communautaire, les institutions, de plus en plus, on travaille ensemble. Fait que le rêve, c'est que les paliers de gouvernement aussi et les ministères, eux aussi, travaillent ensemble pour l'approche et une vision globale. Mesdames et messieurs les fonctionnaires, j'espère que vous avez entendu le message. J'aurais juste le goût de vous entendre quand vous parlez de préjugés. Instinctivement, j'aurais l'impression qu'il y a des espèces de freins lorsqu'on élabore de telles politiques liées à cette idée où les gens sont responsables de leur situation. Tu sais, finalement, c'est de leur faute, fait que c'est à eux de s'en sortir. Tu sais, est-ce que ça en est un blocage au niveau des politiques publiques? Ben, c'est un problème, en fait, c'est qu'on a individualisé des problèmes sociaux. Ouais. Et puis le nœud est là. Tu sais, s'il y avait réellement une volonté politique de réinvestir dans le tissu social et qu'on arrête de rendre responsables les gens de leur situation, pour moi, l'itinérance, c'est pas le problème de quelqu'un, c'est l'échec d'une société. D'une société, oui. Donc, si on pouvait voir ça comme ça, puis de comprendre qu'il faut réinvestir dans le collectif, d'après moi, il y aurait des changements qui pourraient se voir, tu sais, mais c'est beaucoup plus facile de dire c'est de la faute de la personne parce que ça nous protège. C'est de sa faute s'il est là, donc moi ça m'arrivera pas, tu sais. Donc, c'est une façon de s'exclure de la problématique quand, dans le fond, on en est tous responsables. Puis on l'a vu en émission, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui dans la rue qui jamais ne se seraient vus dans la rue, là. Tout à fait. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Alors, c'est sur cette note, chers amis, que se conclura cette émission qui, je vous rappelle, était dédiée à la Semaine nationale des travailleuses et des travailleurs sociaux du Québec. On avait le bonheur d'accueillir Mme Andrea Véro, directrice générale, et Mme Caroline Paquette, responsable des opérations terrain de la Coalition Chebouquoise pour le travail de rue. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous de l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. On trouvait nécessaire de parler d'un enjeu qui est fondamental et donc par la bande de votre métier qui, évidemment, contribue au tissu social, au fameux filet social québécois qui nous distingue, on va le dire, comme nation. Chers auditeurs, auditrices, ça met fin à cette émission du 26 mars. J'espère vous retrouver dans 2 semaines. Quelque chose comme... Non, je peux pas calculer, mais quelque part comme à la 2e semaine d'avril pour vous parler de quoi? Du Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, comme on dit, ou à bientôt.